Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, 12 morts, 32 876 sinistrés et 16 717 personnes déplacées. Tel est le bilan émanant du BNGRC à l'issue du passage du cyclone Alvaro la semaine dernière. Les détails. Le cyclone Alvaro a fait 2 morts de plus, portant à 12 le nombre de décès suite à cette intempérie, notamment 4 à Beruru, 3 à Manacar, 1 à Vuipenu, 1 à Mans et 3 à Ikung. Par ailleurs, 32 876 personnes sont sinistrées, soit 7 514 ménages, et 16 717 personnes ont été déplacées dans des sites d'hébergement communs. 6 616 cases ont été inondées, 426 cases endommagées et 242 cases détruites. 74 salles de classe ont également été détruites dans les régions Atimwanjefan, Fitvnan, Yurumbe, Matiachambun, Menabe et Vatvavi. 3220 hectares de rizières ont été inondés, 3 hectares ont été ensablés. Le gouvernement, à travers le BNGRC, a de suite pris ses responsabilités envers les sinistrés depuis jeudi dernier. Les responsables du PAM ont également contribué à cette aide. C'est le jour de la rentrée pour le deuxième trimestre de l'année scolaire et une vague d'enthousiasme a été constatée dans les établissements scolaires, notamment au CEG Ivatu, propulsant les élèves vers de nouvelles découvertes éducative. Détails sur les images de Yves Janel. L'atmosphère a été survoltée aujourd'hui avec des élèves qui retrouvent leurs camarades après les vacances de fin d'année. L'enthousiasme est palpable et beaucoup sont impatients de découvrir ce que le deuxième trimestre leur réserve. Ils sont prêts à renforcer les efforts du premier trimestre. Du côté des enseignants, ils donneront le meilleur pour garder les bons résultats. Les élèves auront 2 heures par jour pour faire des études, 2 heures par semaine pour la bibliothèque et des cours de renforcement seront prévus pour les plus faibles, explique une enseignante au sein de ce CEG. Selon le directeur de cette école publique à Ivatu, l'achèvement de l'infrastructure et les tables bancs offerts par le président de la République ont contribué à un bon résultat cette année. À noter que 1030 élèves y suivent des cours. La deuxième période prendra fin le 26 avril. Une pause aura lieu le 1er mars et la rentrée pour le 4e bimestre est prévue le 11 mars. Dans un tout autre sujet, la conjonctivite, une infection oculaire, prend de l'ampleur à Mahajang. Elle se transmet par contact et surtout si la personne ne se lave pas les mains et se touche les yeux directement. Elle provoque une irritation des yeux. Les détails avec Rabetina Ravson de Viva Mahajang. Bon nombre d'adultes et d'enfants à Mahajang ont contracté une maladie des yeux appelée conjonctivite. Les divers contacts durant les fêtes de fin d'année a favorisé sa propagation, selon les explications du directeur régional de la santé publique de Boeing. Il s'agit d'une conjonctivite bactérienne qui avait déjà fait des ravages il y a 4 ans de cela à Mahajang. Cette maladie y est connue sous la dénomination de Ming. La maladie présente des yeux rouges, a des démangeaisons provoquées par les irritations selon un médecin. De ce fait, il est important de limiter les contacts physiques avec les gens, mais également se laver régulièrement la main avec du savon pour éviter la propagation de la maladie. Il est aussi très important de ne pas faire d'automédication, mais de directement consulter un médecin en cas de symptômes. La tâche qui attend les agents de santé est de rompre la chaîne de propagation de cette maladie à Mahajang. Il est à souligner que seul l'avis des professionnels de santé compte pour éviter la propagation et préserver la santé publique. Dans les actualités également, la castration chimique pour les auteurs de viols sur mineurs rétablira l'ordre social et apportera une tranquillité d'esprit générale, selon un juriste rencontré par nos journalistes. Selon lui, cette nouvelle mesure est une solution pour éviter les récidives. Saï Sylvain, Sej Adjanab pour plus de détails. L'article 332 du Code pénal sera modifié suite au discours du président de la République le 31 décembre dernier concernant la sanction des auteurs de viols sur mineurs. Cet article mentionne que le tribunal condamne à une peine limitée ceux qui ont commis des violences sexuelles sur des enfants âgés de moins de 15 ans.
Les changements et améliorations que le président de la République veut apporter seront plus sévères selon un juriste. Cela évitera également les représailles. La nouvelle peine complémentaire à ajouter est la castration chimique ou la cessation du désir sexuel chez le violeur. Il y a deux façons de procéder, soit par injection, soit par la prise de comprimés. Cette castration chimique est une décision clairvoyante selon toujours le juriste, et de nombreux pays à travers le monde l'ont inclus dans leur code pénal. En plus de la peine de mort et de la suppression de l'envie sexuelle, la peine annoncée par le président de la République est le bannissement des auteurs de viol. Selon l'avocat, il s'agit du déplacement du violeur loin de son lieu de résidence. Il y a aussi la peine maximale pour ceux qui commettent des violences sexuelles sur des mineurs. Toutes ces mesures sont prises pour faire reculer les violeurs. Cela rétablira l'ordre social et apportera une tranquillité d'esprit générale. Et puis le ministre du Travail, de l'Emploi et des Lois sociales se base sur les 3 programmes définis par le président de la République, d'après le ministre Riftin Jean Bosco ce jour. Cela nécessite la mise en place d'une stratégie et de méthodes pour pouvoir réaliser toutes les tâches définies, a-t-il déclaré aujourd'hui devant les employés. Le ministre a souligné qu'il est important de poursuivre ce qui a été commencé pour améliorer le secteur de l'emploi, y compris la législation du travail qui est déjà déposée à l'Assemblée nationale. En économie, 35 000 tonnes de marchandises ont été exportées via Poste Malagas en 2023, si 96 000 tonnes de marchandises sont entrées ici via ce département ministériel du développement numérique, de la télécommunication et de la poste. Le directeur général a également annoncé que Poste Malagas est une entreprise 100% publique et les employés sont tous fonctionnaires. Les détails sur les images de Yves Janel. Au cours des 3 dernières années, on a constaté une augmentation des marchandises exportées et reçues via la Poste Malagasy. Selon le directeur général, Ranarson Richard, ce sont les hommes d'affaires et les entreprises franches qui utilisent la poste pour l'envoi de leurs colis ou marchandises. Selon toujours les informations, 35 000 tonnes de marchandises ont été exportées et 96 000 tonnes de marchandises ont été importées via la Poste Malagasy en 2023. Il y a de nombreuses étapes à suivre lorsque les marchandises arrivent ici et les employés de la Poste n'ont pas l'autorisation d'ouvrir les marchandises reçues. Au mois de septembre 2023, la PAOMA a reçu l'agrément de la CAD ou de la commission douanière afin que les postiers puissent livrer directement les marchandises aux clients, une fois toutes les procédures finalisées. En plus de l'envoi et de la réception de marchandises, la PAOMA est également un acteur de l'inclusion financière, toujours selon son directeur général. À travers ses 250 agences, la PAOMA œuvre dans l'épargne, le banking et bientôt, un service de prêt sera disponible. Le directeur général de la PAOMA a confirmé lors d'une rencontre avec la presse que tous les problèmes financiers de cette entreprise publique ont été réglés et que le gouvernement ne prend pas d'argent à PAOMA, mais au contraire leur donne du travail, notamment dans le paiement des bourses ou des pensions des retraités. Côté sport, les 2 équipes pour la finale du tournoi de pré-saison, le grand tournoi d'Antananarivo, sont connues. À l'issue des demi-finales tendues au stade de l'LGCO Plus Bypass ce week-end, l'US Pro et le Disciple FC vont disputer le 14 janvier prochain la finale de ce tournoi. L'US Pro qui a battu l'LGCO Plus sur le score de 4-3, tandis que Disciple FC a éliminé la Jessaya sur le score de 5-2. Les détails avec Malala Rakoutnirain et Michel Rakoutsan. L'équipe du Bypass, l'LGCO Plus, a été battue sur sa propre pelouse à l'issue d'un match plein de suspense sur le score de 4-3 lors de la demi-finale du grand tournoi d'Antananarivo. L'US Pro, une équipe de la Ligue 1 Analamang, est ainsi qualifiée pour la finale du grand tournoi d'Antananarivo, qui est organisé par la Ligue Analamang de football. Les protégés d'Ange, Radjian Jassan, ont maîtrisé les 20 premières minutes en marquant 2 buts, œuvre de Fitaïn à la 10e minute et de Kanté sur penalty à la 31e minute. Cependant, ils n'ont pas pu garder leur avantage.
L'Elgeco Plus a égalisé avant la pause grâce à un but somptueux de Dodi à la 36e minute et de Bonnard à la 41e minute. Enitsu Ditsonan, pour sa part, a marqué le 3e but de l'US Pro à la 64e minute. Liv a inscrit le but d'égalisation à la 87e minute. Les deux équipes ont donc dû affronter la prolongation, au cours de laquelle l'US Pro a marqué le but de la victoire. L'autre demi-finale a vu la rencontre entre le Disciple FC et la Jesaya. Large victoire pour le Disciple FC. En effet, l'équipe de Wagner Karaj a battu la formation d'Atan Katsak sur le score de 5-2. Ce tournoi, organisé par la Ligue de football d'Analamanque, vise à préparer les équipes qui participeront aux divers championnats de Madagascar en 2024. La finale entre l'US Pro et le Disciple FC est programmée pour le dimanche 14 janvier, toujours au Bypass Stadium. On poursuit par les actualités internationales. À Gaza, l'hôpital Al-Aqsa va être évacué de son personnel car la situation est devenue trop dangereuse, explique la correspondante de France 24 à Jérusalem. Après la mort de 2 journalistes travaillant à Al Jazeera, tués dans une frappe attribuée à Israël, la chaîne satellitaire du Qatar a accusé son armée de cibler les journalistes palestiniens à Gaza. France 24. On voit aujourd'hui par exemple des images de l'hôpital Al-Aqsa, qui est l'un des derniers hôpitaux fonctionnels dans le centre de la bande de Gaza, complètement pris d'assaut par des civils qui cherchent à se déplacer. Mais l'organisation Médecins sans frontières l'a dit hier, cet hôpital, il va être évacué de son personnel car la situation est devenue trop dangereuse. En plus des frappes, il y a aussi les tirs de snipers israéliens qui sont notamment dans le centre de l'enclave palestinienne. Selon l'ONG Save the Children, environ 10 enfants en moyenne sont amputés par jour à Gaza, certains sans anesthésie, puisque les hôpitaux manquent de tout. Cela montre bien, ce paysage de dévastation totale pour les civils gazaouis réfugiés dans le centre et dans le sud de Gaza. Et puis hier, il y a aussi une émotion très forte à Gaza suite à la mort de 2 journalistes de la chaîne Al Jazeera, dont le fils de Wael Dardou, le chef d'Al Jazeera à Gaza, qui est devenu symbolique de sa profession, puisque sa famille avait déjà été tué dans une frappe israélienne au mois d'octobre dernier sur sa maison. La chaîne Al Jazeera accuse Israël d'avoir sciemment visé ses journalistes avec des frappes de précision. Aujourd'hui, l'armée israélienne a rétorqué que ces 2 journalistes voyageaient selon elle avec un suspect de terrorisme opérant un drone qui menaçait l'armée. C'est la raison de cette frappe. L'armée israélienne elle assure avoir démantelé la structure militaire du Hamas dans le nord de l'enclave palestinienne et concentrer désormais ses efforts sur le sud. Le chef de l'armée, Herzel Halvi, l'a dit hier, il s'attend à ce que l'armée se batte à Gaza pendant toute l'année 2024. Bonjour Claire, Anthony Blinken est attendu ce soir en Israël. C'est sa 5e visite depuis le début de la guerre début octobre. Exactement, et Anthony Blinken a plusieurs objectifs quant à cette tournée diplomatique. La première, c'est de prévenir une escalade régionale, puisqu'on le sait, les tensions sont très fortes avec le Hezbollah libanais, notamment depuis l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Salah al-Harouri, dans une banlieue de Beyrouth. Hier, Anthony Blinken était au Qatar. Il a fait une déclaration conjointe avec le Premier ministre Mohamed Al-Thani et le Premier ministre qatari est revenu sur cet incident, disant que cela a affecté la capacité du Qatar à se poser comme médiateur, mais il dit que son pays continuera ses efforts dans la médiation néanmoins. Et puis l'autre objectif pour Anthony Blinken, c'est de prévenir une escalade des tensions également en Cisjordanie occupée, puisqu'on le sait, les tensions sont très fortes. Les raids de l'armée israélienne ont lieu presque toutes les nuits. L'armée dit vouloir arrêter des suspects de terrorisme. Hier, par exemple, il y a eu 8 morts à Jenin. Également, un enfant de 3 ans est mort dans un checkpoint à proximité de Jérusalem, après ce que l'armée israélienne a qualifié d'attaque à la voiture bélier. Des soldats percutés ont ouvert le feu et un enfant qui se trouvait dans une autre voiture a été tué. Et puis enfin, l'autre objectif d'Anthony Blinken, c'est convaincre les Israéliens d'entrer dans une nouvelle phase de guerre à Gaza. On le sait, les Américains considèrent qu'il y a trop de victimes civiles à Gaza depuis le début de cette guerre. Anthony Blinken a qualifié d'irresponsable des propos de ministre
tels qu'Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich, qui veulent un déplacement forcé de la population gazaoui pour une fin de guerre à Gaza. Cela illustre parfaitement l'impasse dans laquelle est Israël quand il s'agit de penser à une fin de conflit à Gaza. Et la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, 76 ans, se dirige vers un 5e mandat après la victoire de son parti aux élections législatives dimanche, selon la commission électorale. Le scrutin a été boycotté par le principal parti de l'opposition qui a dénoncé un simulacre d'élection. France 24. En route vers un 5e mandat pour la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina. Quelques heures après la clôture du vote dimanche, la commission électorale a déclaré que sa formation, la Ligue Awami, avait remporté plus de 50% des sièges. Le dénouement sans surprise d'une campagne marquée par des violences et des arrestations massives. Son gouvernement est accusé de répression de l'opposition et de violation des droits de l'homme. Juste après avoir voté, Sheikh Hasina a balayé les critiques. Je n'ai de compte à rendre qu'au peuple. Tout ce qui compte, c'est de savoir si le peuple accepte mon élection ou pas. C'est ce qui importe. Ces législatives ont aussi été marquées par le boycott du principal parti d'opposition, le BNP, le Parti national du Bangladesh, qui a dénoncé un simulacre d'élection. Avec d'autres partis, il a organisé l'an dernier des manifestations pendant des mois pour exiger la démission d'Hasina et s'est engagé à continuer la mobilisation. En tant que citoyenne, voter est mon droit le plus important. Pourquoi ai-je manifesté au lieu d'exercer mes droits ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'élection ici. Nous savions déjà même avant le scrutin qui allait gagner et quelle serait la formation du prochain gouvernement. L'arène politique du Bangladesh a été dominée par la rivalité entre Hasina et Khaleda Zia, leader du BNP, 2 fois déjà première ministre. Mais la première ministre sortante a gardé la main sur le pouvoir depuis sa victoire écrasante de 2009, remportant une élection après l'autre dans un contexte d'accusation de fraude électorale et de nombreuses irrégularités. Pour terminer, une vague de froid déferle sur la France depuis dimanche. La journée de mardi devrait être la plus froide selon Météo France. Les températures négatives provoquant des gelées généralisées ont poussé certaines préfectures, dont celle de l'Île-de-France, à activer leur plan grand froid. France 24. Ce sont les premiers signes visibles du retour du froid sur l'est de la France. Brouillard et neige aujourd'hui sur les sommets vosgiens, où les plus courageux sont venus profiter des dernières heures de vacances. Au même moment, au centre-ville de Strasbourg, le thermomètre commençait aussi à chuter. 4 degrés en milieu de journée, juste un début. Les températures dégringolent là, et puis on annonce de grands froids pour cette semaine, donc, mais bon, du ciel bleu, du soleil. Je me suis équipé pour, donc ça devrait aller, j'espère. Ce qui était peut-être pas normal, c'est d'avoir 15 degrés à Noël, mais là maintenant il fait froid, c'est bien, c'est l'hiver quoi. Un retour brutal de l'hiver avec dès demain matin à Strasbourg des températures négatives, jusqu'à moins 10 degrés ressentis avec le vent et pas de dégel prévu avant la fin de semaine. De quoi craindre pour les plus fragiles. Alors la préfecture du Bas-Rhin a décidé de renforcer son plan grand froid. Un thé, prends du sucre. Dans ce centre d'accueil de jour où les sans-abri peuvent venir se poser, se réchauffer quelques heures, on se prépare donc à étendre si besoin les horaires d'ouverture. On va rester ouvert entre midi et 14h pour permettre aux gens de rester au chaud. On a possibilité sur nos jours de fermeture aussi d'ouvrir la structure. L'idée est éviter aux personnes accueillies toute attente dans le froid, même en journée. Toute l'année déjà c'est assez difficile l'inconfort qu'on vit, mais en plus le froid. Et puis les périodes de grand froid, avant même qu'elles arrivent, on est déjà fragilisé, vous savez. Et puis il y a la nuit. Et les centres d'hébergement comme celui-ci de l'autre côté du bâtiment. Ici, 12 lits d'urgence sont réservés au 115, déjà complets. On a un lit attribué plutôt aux alentours de 21h, donc c'est une place maraude, mais elle est attribuée chaque soir. Alors pour permettre la mise à l'abri d'un maximum de personnes, la préfecture a décidé ce soir d'ouvrir un gymnase pour augmenter les capacités d'accueil. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.